Salut à tous et bienvenue dans le Fighter Club Sunday, votre émission du dimanche soir qui revient en images sur tous les événements fight du week-end. J'espère que vous allez bien, on est très en forme. La team du soir, ne cherchez pas Sacha, super dur à dire, j'aurais jamais dû vous lancer là-dedans. Ne cherchez pas Sacha, il est en vacances. Mais Gianlito évidemment est au rendez-vous, comment ça va? Ça va et bien, et toi? Je dis ça va et bien, voilà on commence bien. Cette émission vraiment part ça va et toi? Très haut standing. Ça va très bien, ça va, très en forme. On a la chance en plus d'avoir avec nous ce soir Mathieu Leto du Clos. Comment ça va? Ça va nickel, en pleine forme. Hein. Je pensais que j'allais dans les vacances, mais je crois que c'est plutôt vous deux. Ouais, les vacances, en vrai, on en revient il n'y a pas si longtemps en plus. On revient, moi j'en ai besoin, je crois. Voilà. Mathieu, tu seras évidemment en Hongrie vendredi prochain pour défendre ton titre pour la 3e fois à l'Hexagone MMA. On va en parler évidemment dans quelques instants, mais d'abord, je vous donne le programme de ce qui vous attend ce soir dans ce Fighter Club Sunday. Les doigts dans l'œil n'ont pas fini de hanter l'UFC. Nouvel épisode rocambolesque la nuit dernière à l'Apex avec toujours Thomas Spinal en toile de fond. On va vous raconter l'histoire folle de ce combat entre Valdo Cortez Acosta et Ante Delija. Vous verrez que même avec un œil en moins, on peut gagner un combat à l'UFC. Encore 2 semaines à patienter avant le prochain UFC numéroté, le 322 à New York avec Benoît Saint-Denis, mais avec surtout 2 main events où des combattants montent de catégorie, Weili Zhang et Islam Makhachev. Alors qu'est-ce que ça change dans leur prépa et pourquoi certains réussissent mieux que d'autres cette transition? On vous donnera toutes les réponses. Et puis il va défendre sa ceinture pour la 3e fois en 2025. Mathieu Leto du Clos est notre invité aujourd'hui. Il sera dans la cage vendredi prochain en Hongrie pour un nouvel Hexagone MMA. Spécialiste des KO et des performances XXL, il nous dira tout sur sa préparation et puis sur ses ambitions aussi pour l'avenir. Et ça tombe bien parce qu'on va démarrer très fort avec toi, Mathieu. Je le disais, tu vas défendre ton titre pour la 3e fois chez les moins de 84 kilos à l'Hexagone MMA. Ce sera vendredi prochain en Hongrie face à un Brésilien, Moacir Rocha. Je pense qu'on prononce comme ça, je ne sais pas si tu as dit. Je n'ai aucune idée. Ouais, je m'en doutais, je te lançais pas là-dessus. Comment tu vas à une semaine de ton combat? Ça va très bien. La préparation s'est très bien passée. De toute façon, on garde les mêmes habitudes. Toujours la même discipline. On s'entraîne avec Daniel. Et puis, Daniel Warin. Daniel Warin, les gens commencent à connaître un petit peu. Et il n'y a rien qui bouge. Toujours les mêmes sparring. De temps en temps, je bouge un petit peu, je vais dans d'autres salles. Mais globalement, la santé, ça va. La prépa, ça va. Le poids, ça va. Tous les voyants sont au vert. Il n'y a plus qu'à gagner le combat. C'est ça. Tu as l'air très en forme quand même. Ouais, ça va. Pas trop fatigué? J'essaie justement de ne pas trop perdre de poids. J'essaie d'être pareil, discipliné tout le long de la préparation, pas faire des gros yo-yo de poids. Parce qu'en fait, c'est ça qui fatigue quand tu es à 100 kg, que tu dois faire 84 3 semaines après. Ouais. C'est compliqué. Donc j'y prends vraiment en amont, même si c'est quelque chose qui est assez chiant mentalement, c'est prenant. Ouais. Donc voilà, grâce à la discipline, on peut tout faire. Est-ce que la partie qui arrive, là, donc la Fight Week qui va commencer pour toi la semaine prochaine, c'est la partie la plus difficile de ton camp avant le combat ou pas? C'est que c'est la partie la plus frustrante. Ouais. La partie la plus compliquée, c'est quand même les entraînements, vu que c'est des entraînements qui sont très intenses, qui te prennent, tu es fatigué, tu rentres chez toi, tu dors, tu es vraiment en fait, au focus, tu es en mode tunnel pendant un mois, plus d'1 mois. Donc c'est ça que je dirais quand même qui est le plus épuisant. Maintenant, en termes de frustration, c'est vraiment la Fight Week, puisque tu sais que tu vas bientôt manger. C'est l'objectif ultime, voilà. en fait. Moi, j'attends de monter sur la balance, boire un petit peu, me réhydrater et manger, foncer au petit déjeuner de l'hôtel. Je pense qu'à ça. Là, tu es en restriction totale. Ouais. Restriction totale. Donc, dès que je vois du sucre, je suis fou. Dès que je vois des trucs bons, je suis fou. Truc un peu gras, là. Les combattants, on est fous avec ça. En fait. Je pense la plupart des combattants, ils ont tous des problèmes, des troubles alimentaires. Ouais. Et j'en fais partie, à 100%. Je veux même être l'effigie des combattants qui ont des troubles alimentaires. Vraiment, y a pas de non, je pense qu'il n'y a quand même pas dit Pimblet, on va le mettre. Oui, c'est le porte-étendard. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal. Parce que je pense qu'il est plus lourd que toi alors qu'il combat en 70. Il envoie lui. Hein. Je prends surtout le mec qu'il faut surtout pas copier. Quoi. Ouais, vraiment. Et du coup, t'es quand? C'est plus sur 12 semaines ou un peu moins? En fait, moi, je suis toujours entraîné. Il y a le problème, c'est qu'il y a beaucoup de combattants, ils aiment bien, c'est pas trop s'entraîner dans des camps, s'entraîner comme des oufs. Moi, c'est pas ce que je fais. Je reste toujours vraiment entraîné, discipliné tout le long de l'année. Du coup, j'ai une certaine base et on a l'avantage, du coup, avec ça, de pouvoir rapidement accepter un combat. Okay. Donc, en fait, on a besoin, nous, de 4 semaines en réalité. Okay. 4 semaines, peut-être 5. Mais sur papier, on est toujours prêt. Ok, mais c'est plus sur la prépa, on va dire la prépa physique, sur le conditionnement. C'est pas plus sur les game plans, etc. Alors, si tu veux pas refaire ta prépa physique, évidemment, il faut prendre vraiment pas le temps en avant. Exactement, il faudrait prendre même quasiment 1 an en avance, tu vois, créer une base sur certaines capacités, ensuite progresser, un peu faire comme une pyramide, tu sais, construire les bases, et ensuite, plus tu te rapproches, plus tu montes, plus tu fais du spécifique. Et là, ça prend vraiment beaucoup de temps, quasiment 1 an. Mais j'essaie de le faire.
ça, mais sur 2-3 mois. Dès que je sais plus ou moins quand je vais combattre, j'essaie de mettre en place ça sur 2-3 mois pour le physique. Ok. Mathieu, la dernière fois qu'on t'a vu dans la cage, c'était en avril dernier, à Lille, pour ta 2e défense de titre. À la maison. Ouais, exactement. Tu as marqué les esprits, tu avais sans doute coché cette case-là aussi, avec un KO retentissant dès le 2e round face à Thiago Hayne. Oh le bras arrière crochet qui est rentré pour Mathieu. Oh le genou, plein pot. Oh c'est terminé, on peut arrêter. Ça y est, on en a assez. Le genou qui a scellé le sort de Thiago Hayne. Magnifique. Quel coup de genou, waouh. Quelle masterclass. Une masterclass. Quelle masterclass. Quelle masterclass de Mathieu Leto Duclos. Et ça c'est le nouveau Mathieu Leto Duclos. Hein. Waouh. Il nous l'expliquait en plus dans le clip de présentation après sa défaite au Contender Series. Il a beaucoup appris de cette défaite et c'est pour le mieux. Hein. On le retrouve aujourd'hui à la plus posée. Je suis juste après. Non, mais c'est vrai. On analyse à nouveau le KO avec Mathieu hors antenne qui nous dit c'est pas le coup de genou qui le sèche, c'est la patate juste après. C'est ça, parce qu'en fait le genou il le touche dur et en fait il voit pas venir le petit. C'est un tout petit coup, on a l'impression que c'est pas fort, mais en fait ça vient vraiment toucher avec le knuckle, donc vraiment la partie dure du poing, pile sur la mâchoire et je pense que c'est ça qui le termine vraiment. Le genou, je pense que ça l'aurait pas fini. Ah ouais? Ouais, pourtant on a vraiment l'impression que c'est pas un coup qui est fort, mais comme c'est un coup auquel on s'attend pas. Ça, c'est le côté surprenant un du coup que tu vois pas, qui arrive au bon endroit, ça fait. C'est ça, donc c'est comme si tu appuyais sur le bouton. Ouais, c'est ça. On-off. Et Taylor et Antoine parlent aux commentaires d'une masterclass ce jour-là pour toi. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as vécu? On voit le visage de ton adversaire là sur les images qu'on vient de montrer, défiguré vraiment. C'est comme ça que tu l'as vécu, toi, cette masterclass? Pas masterclass, puis il y a quand même pas mal de petits défauts dans le combat. Mais c'était un très très bon combat. Jamais parfait. Ma meilleure masterclass, c'était en amateur où j'ai gagné mon combat, je crois, en 7 ou 16 secondes, je pense comme ça. Là, je me suis dit, ok, masterclass, on peut pas vraiment faire mieux. C'est vrai que tu dis ça, alors qu'au final, on n'a presque rien vu, ça se passe très très vite. Parce que c'est passé très vite, tu as très vite analysé. Tu vois, analyse en 6 secondes du combat, en 7 secondes, le combat est terminé. Pour moi, ça, c'est masterclass. On n'est pas encore à ce stade. Il y a encore du boulot. Est-ce que tu vises de refaire la même chose, du coup, vendredi soir, où chaque combat, tu le prends différemment en fonction aussi de l'adversaire qui est face à toi? Je vise de gagner. En fait, je vise toujours de gagner, forcément. Je vise d'être violent, de gagner rapidement, de gagner de manière spectaculaire. Maintenant, c'est pas toujours possible. On l'a vu sur mon avant-dernier combat, quand j'avais défendu ma ceinture contre le japonais Daichi. Alors c'est dur avec toi, parce que c'est la seule décision quand même à l'Hexagone. Pour le reste, t'as que des finishes. Et pas loin du finish aussi au premier round. Exactement. Qui a été résistant quand même, ton adversaire sur ce coup-là. Et c'est particulier les 5 rounds, parce qu'on voit, on a encore eu l'exemple il n'y a pas longtemps avec Baki. T'as beau dominer, t'as beau mettre des knockdowns, t'as beau être totalement dominant sur l'ensemble du combat. 5 rounds, c'est très très long. C'est très très long. Là, manque de chance pour lui, il était blessé, il n'a pas pu avoir le cardio nécessaire pour faire les 5 rounds. Et quand tu arrives au 4e round, que tu n'as plus de cardio, que tu dis j'aurais dû ralentir au premier peut-être. C'est exactement, moi j'ai eu la clarté de le faire sur ce combat-là, et du coup, j'ai pu tenir. Quoi. Mais c'est dur, 5 rounds c'est dur, il faut avoir envie, surtout quand sur un mec comme Daichi, les Japonais sont très durs au mal. En fait, je me suis dit, si je ne mets pas KO maintenant, il ne tombera pas. Ouais, c'est ça, donc, il ira jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Là, il faut être intelligent, il faut se dire, ok. Et je le disais quand même, tu as quand même 5 finishes en 6 combats à l'Hexagone. On va revoir quelques-uns de tes KO justement. Tu as ce côté très spectaculaire aussi qui forcément plaît beaucoup aux amateurs de MMA. C'est quelque chose que tu entretiens aussi. Enfin, je veux dire, quand tu rentres dans la salle, encore plus, tu vois, quand on parlait de Lille, quand tu es chez toi, tu as envie de faire plaisir aussi au public qui est autour de toi. Tu as envie de faire plaisir aux gens qui viennent te voir. Pas particulièrement, dans le sens où c'est pour moi que je le fais, c'est surtout pour ma famille, pour mes proches, pour porter très haut mon nom. Mais quand je rentre, je connais mon art en fait. Je me dis, je vais juste faire mon art. S'ils aiment, c'est parfait. S'ils n'aiment pas, franchement. L'important, c'est que tu repartes avec la victoire. Mais je sais qu'en général, les gens, ils aiment la violence, ils aiment les beaux KO, ils aiment les gens techniques. J'essaie de tout cumuler, donc forcément, ils apprécient. Tu vas défendre quand même ton titre pour la 3e fois, le tout en 2025. Tu as combattu en janvier, en avril et donc maintenant là, début novembre. C'est important pour toi aussi de combattre régulièrement. Tu le disais, tu es prêt quasiment tout le temps à combattre. Tu t'entretiens justement pour ça? Oui, pour moi, c'est très important. Ça devrait l'être pour n'importe quel autre combattant. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le terme, mais il y a le ring rust. C'est-à-dire, en gros, c'est quand tu ne combats pas pendant longtemps, tu deviens rouillé. Voilà, c'est ça. D'accord. Parce qu'en fait, sparring, c'est bien, entraînement, c'est bien, mais il n'y a rien qui reflète la réalité de la cage. Vous pouvez avoir le meilleur cardio du monde, la meilleure technique du monde. Il y a des mecs que je connais malheureusement dans mon entourage, c'est tueurs à la salle, ils arrivent en combat, ils sont nuls. Ils sont nuls. Ou pas nuls, mais bon, ils sont nuls par rapport à... Rien à voir avec leur niveau. Donc, parce qu'en fait,
ils combattent pas assez, ils n'ont pas assez d'expérience. Donc c'est important d'avoir cette expérience dans la cage, de passer beaucoup de temps dans la cage, de se familiariser avec les émotions qui sont procurées par le public, parce qu'il y a des cris, parfois il y a des gens qui huent, parfois on ne sait pas, il y a les coachs en face qui peuvent être impressionnants. Il faut appréhender tout l'environnement. Il y a tout un environnement qui est très prenant et j'ai la chance moi d'être un peu stoïque vis-à-vis de ça. En fait, j'en ai rien à foutre. pour faire simple, parce que tout le monde ne connaît pas le terme stoïque, j'en ai rien à foutre. J'arrive, je me dis. T'es totalement hermétique à ça. Voilà, si je gagne, c'est ce que je vise. Si je perds, de toute façon, il y aura d'autres combats. Voilà, c'est pas grave. Oui, tu dédramatises un petit peu aussi. C'était pas la fin du monde de perdre. C'était pas. Au début, je me disais ça. Au début, mes premières défaites, je disais, pour moi, je prenais ça comme la perte d'un proche. Vraiment, je me disais, j'ai sali mon nom. Ouais. J'ai sali mon nom, j'ai sali le nom de ma famille et ça me défonçait. En fait, après, avec du recul, ça va, je suis redescendu un petit peu. Ouais. Mais ça prend. Après le combat, on est toujours pris quand même. On est toujours pris quand même. C'est important aussi, c'est ta motivation aussi qui est en jeu. Tu tournes généralement quand même avec des gros sparring. Enfin, ça t'est arrivé d'être en sparring avec des gros noms. On parlait de Benoît Saint-Denis, de Nassourdine Imavov, pour citer que, Saladin Parnasse. Avec qui t'as préparé ce combat? Il y a eu des gros noms comme ça ou pas? Sur cette prépa. Pas des gros noms internationaux, mais des bons noms quand même. Il y avait Romain Debienne, qui est mon sparring principal, qui combattra au KSW là, en décembre. Il y avait qui d'autre? J'ai tourné un petit peu chez Nicolas, j'ai tourné avec Boris de Belgique, avec Moustapha Diakité, avec qui d'autre? Boris qui est au PFL. Oui, c'est ça. Boris Mbarga. C'est ça. Avec Chakboulat Abouer, avec plein de mecs. En fait, je tourne vraiment avec beaucoup de gens. Avec tous les gens de la old school, je tourne vraiment, j'essaie de tourner. Non seulement je m'entraîne avec Daniel, mais on voit, là, je m'entraîne avec vraiment tous les gens qui sont sur Paris, qui ont un haut niveau. Parce qu'en fait, tout le monde a certaines compétences. Et il faut aller chercher les meilleurs. Oui, c'est ça. Tu vas chercher chez les sparring les compétences que tu recherches à travailler Exactement. finalement. On ne peut pas toujours s'entraîner avec les meilleurs, mais il faut essayer d'aller chercher quand même un petit peu, sortir du confort. Parmi ces gros sparring qu'on a vu passer, il y a eu Chimaev qui a parlé de toi vraiment dans des termes, je ne sais pas si tu as vu passer, qui disait que tu faisais partie des top 3 des meilleurs sparring, enfin des sparring les plus durs qu'il avait eu à tourner avec. Si toi tu devais faire un top 3 des sparring que tu as eu, qui tu mettrais dans? Il a dit ça? Ouais. C'est vrai, vous l'avez eu? Non, alors c'est pas lui qui nous l'a dit, mais on a eu cette phrase à ton sujet. Ouais. C'est cool, je remercie beaucoup pour ça. Si toi tu devais faire un petit top 3? Oui, en sparring que j'ai eu? Ouais. Nassourdine premier, de loin. Vraiment de loin, je vous assure. Nassourdine, il est dur. Il est dur. Vraiment, je pense que... En plus, c'est pas un gros gabarit pour la catégorie. Non, mais en fait, c'est même pas non plus un super cogneur. Mais en fait, il cogne fort, correctement fort, illimité. C'est-à-dire, par contre, si t'arrives que tu sais que tu vas te taper avec lui, les patates elles vont limite faire plus mal à la fin de l'entraînement, tu vois, à la fin du round, à la fin de l'entraînement, qu'au début. Donc mentalement, c'est très prenant parce que tu dis, bon, ça va, j'ai géré on fait un round de 5 minutes, tu gères 3-4 minutes, tu dis, ça va, la sauce est passée, tu vois, il va ralentir un petit peu. Et si tu as la manière de toucher un peu dur sur une technique, tu vois, sur un petit high kick qui touche, t'es mort. Il faut qu'il te le rende en pire, tu vois. Ok. Ça explique pourquoi il est classé là où il est classé dans la meilleure. Pour moi, c'est vraiment le meilleur. C'est le meilleur. Nassour numéro 1. Nassour numéro 1. Le deuxième, c'était celui qui était tout à gauche là. Tout à gauche, c'est Ahmed Salamov, il s'appelle. C'était lui. Il a été détrôné. Par Rainer de Ryder. Rainer de Ryder qui, à mon sens, aujourd'hui, est le meilleur mec avec qui j'ai tourné au sol et en lutte. Parce qu'en fait, il a une lutte qui n'est pas classique, il a une lutte vraiment qu'il arrive à mixer lutte et judo. Mais pas un judo traditionnel, c'est vraiment un judo qui est basé sur des petits balayages vraiment très chiants, qui viennent couper la chaîne. Je sais pas si c'est peut-être un peu complexe en termes de termes. La lutte en chaîne. La lutte en chaîne, il la coupe avec complètement, il casse le rythme avec des projections de judo, des petits trips de judo, et c'est très frustrant. Pareil au sol, très. T'es parti tourner chez lui à Breda ou? Ouais, j'étais parti à Breda. J'ai oublié mes chaussures là-bas, ils sont encore là. Rainer, tu peux les renvoyer, s'il te plaît. J'avais dit t'allais faire renvoyer, je dis bon, c'était tant pis. Donc Rainer en deuxième, je dirais Ahmed en troisième. C'est plus un profil lutteur classique. Oui, là c'est plutôt lutte en chaîne. Et en fait, ça, à force, j'ai appris à le défendre, donc ça va. Ensuite, vraiment relou, de vraiment chiant. Ces profils-là, pour moi, c'est les trois qui m'ont vraiment marqué. C'est quand même déjà un beau podium. Où je me suis dit, fou. Ouais. Et Chimaev en quatrième, Chimaev, parce qu'en fait, la salle était grande, je pouvais beaucoup tourner, je pouvais beaucoup bouger. Donc ça va. En fait, j'ai pas pris trop la sauce avec lui. Donc je mettrais devant, à égalité avec Ahmed. Par contre, en termes de lutte, en termes de striking, plus dur qu'Ahmed. Voilà. Ok.
Donc c'est bien, ça fait déjà quand même franchement pas mal, un beau podium. Tu es toujours invaincu à l'Hexagone, tu es en 6-0. Tu vas, je le disais, défendre encore une fois ta ceinture. Quel pourrait être justement ton prochain challenge ensuite? Ou tu veux continuer de défendre ton titre encore à l'Hexagone ou tu as d'autres objectifs? Eh bien déjà, avec l'Hexagone, il y a le tournoi. Ouais. Je ne sais pas si je peux dire publiquement, là, si tout le monde le sait de toute façon qu'il y a un tournoi. Vas-y, parce qu'on va commencer à le diffuser effectivement la semaine prochaine. Donc, il y a un tournoi qui va être mis en place avec tous les meilleurs 84 kilos de l'organisation. On a des gros noms. On a Norbert Noveni, qui est d'Hongrie, justement, où on va commencer sur la même carte cette semaine. On aura d'autres personnes. J'ai plus le nom exact. J'imagine qu'il y aura tous les gros prospects de la KT. Donc j'imagine qu'il y aura Clément Jordanengo et Blyden, je crois qu'il s'appelle. Je sais pas. Petit teasing, Jérôme Pourru sera avec nous la semaine prochaine. Il vous dira en vrai, il nous donnera tout les mails. En tout cas, je pense qu'il y aura là les noms que j'ai dit là. Je pense que c'est le meilleur de la KT en fait. Ouais. Donc, peut-être avec Alexis Fontes, qui sera, je sais pas, c'est que de l'hypothèse. Je sais juste que Norbert y sera, c'est juste la seule chose. Le reste, je ne sais pas trop. Et toi, tu y seras? Évidemment. Et en plus, comme je suis champion, j'ai la chance d'accéder directement en demi-finale. D'accord. On fera le point justement sur ce tournoi avec Jérôme Pourru la semaine prochaine parce que c'est un format qui existe moins en France. Donc c'est intéressant aussi de voir un format un petit peu différent avec des combats plus réguliers. C'est excellent comme format. Maintenant, c'est épuisant pour vous aussi, non? En fait, c'est un tournoi mais qui est séparé sur plusieurs mois. D'accord. Alors moi, j'aimerais bien vraiment qu'on soit sur ce format, tournoi tout dans la même soirée. Ah ouais? À l'ancienne, en mode Pride. C'est vrai? C'est tout qui me stimule. K1 Max. Ça me stimule tellement en fait Grand Prix. Taper un gars, gagner, encore me dire il y a encore un deuxième, encore un troisième, il n'y a rien de mieux. J'aime bien. Ma dernière expérience amateur, c'était ça, justement, où je fais un combat, je mets KO le mec en 1 minute 30, je fais un autre combat, je le mets KO en justement 16 secondes, et après je vais chercher les organisateurs de l'événement, je dis écoutez, mettez-moi aussi dans le tournoi poids lourd, et je vais aller me taper avec les poids lourds qui ont gagné leur combat. Ça va. Je veux combattre encore là. Je sais pas comment tu as fait. Ça m'a transcendé. Et c'est à partir de ce moment-là que je suis passé professionnel. Enfin, c'est juste après ça que je suis passé professionnel. Et c'était mes meilleures expériences. En fait, sur le premier combat, on est un petit peu aux aguets. On a un petit peu marques et tout. Deuxième combat, on commence vraiment à se mettre dedans. Et c'est là qu'on se développe. Je pense que ça monte en puissance. T'as déjà vu le film Bloodsport? Non. Non. Van Damme et tout, ça te dit rien? Alors Van Damme, ça me dit quelque chose, mais j'ai pas vu le film, tu vois. Ouais, c'est un peu dans ce délire-là. Et aussi le K1 le Grand Prix, c'était comme ça aussi. C'est un des grands classiques avec les plus gros noms, les Badrari, etc. Mais c'est un format qui est très direct. Ouais. Si tu arrives à rester en bonne santé sur plusieurs... Ça ne faut pas trop en prendre dès le début. Il faut terminer le mec direct. C'est ça, faut se dire, faut terminer le mec direct. Parce qu'en fait, tu as des gars, pareil, imagine un qui gagne en 10 secondes et l'autre qui gagne, qui fait un 3x5. Suivant, la même soirée, ça fait 15 minutes non-stop pour rien à voir. Et il y a une carte qui vient d'être annoncée aussi pour l'Hexagone à Paris en janvier prochain. Tu les rates pas, généralement, les cartes à Paris. Est-ce que tu vas y être? J'y suis pas tout le temps, en fait, parce que là, j'ai quand même fait beaucoup de fois Paris, mine de rien, et il faut laisser la place aux autres. Voilà. Si tous les ans, c'est moi qui combat, ils vont dire, attends, c'est toujours la même chose, donc il faut changer. Donc, je pense pas que je serai dessus. Il y a peut-être d'autres dates qui ont été annoncées, je sais pas. Peut-être. Donc, je ne sais pas. Moi, je sais pas tout ce que je peux dire en public. J'aurais dû faire un petit brief avec Jérôme. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a le tournoi, c'est le plus important. C'est sur quoi je me focus après ce combat. D'abord, je me focus vraiment sur le combat qui arrive, avant tout. Ensuite, il y aura le tournoi. Le tournoi, je me suis engagé avec Jérôme. Ça s'est validé encore. Ça s'est validé récemment. Donc ça, ça a l'air de bien te motiver. Je sens que dès que tu en parles, voilà, le tournoi, ça te plaît. Et je pense que ça va plaire aussi aux gens qui vont regarder parce que pour le coup, c'est des formats vraiment qui sont. 100 000, hein, quand même. Oui. Alors les 100 000, c'est à la clé pour le vainqueur. Voilà. Mais on fera le point avec Jérôme Pourru, justement, qui nous expliquera aussi tout le format, qui nous annoncera aussi des combats déjà annoncés, signés. Donc il y aura plein de choses aussi à vous annoncer la semaine prochaine. Tu le disais, tu te focuses sur le combat de vendredi. Est-ce que tu t'es intéressé de près ou de loin à ton adversaire qui est assez expérimenté quand même, qui est double champion aussi au Brésil? Qu'est-ce que tu sais de lui? Tu as déjà examiné un petit peu tout ça ou vraiment tu te prépares pas forcément en fonction de l'adversaire que tu as en face? Je me prépare jamais en fonction de l'adversaire en face, je me prépare vraiment en fonction de moi. Évidemment, comme d'habitude, on fait des petits ajustements. Si on sait que le mec est plutôt lutteur, on va peut-être mettre un peu plus de lutte. Si on sait que le mec est plutôt striker, on va quand même focus un peu le striking. Mais c'est sur moi l'entraînement, c'est me développer moi. Parce que parfois, on s'entraîne. Imaginons, on a un combat dans 2 mois, on s'entraîne comme un fou pendant 1 mois et demi, boum, l'adversaire il change. Oui, c'est vrai. La prépa, en fait, tu n'as rien développé, tu t'es développé pour un mec, et en fait, ça tombe que tu ne vas rien appliquer de ce que tu as appris. Donc je me focus sur moi, sur mes armes, sur mes capacités. Je suis en capacité de répondre normalement à tout dans la cage, sur papier. Et pour moi, c'est ça qui est vraiment le mieux. C'est pas de se focus sur le mec. Mais vous faites quand même un game plan. On fait un game plan, évidemment, mais on ne va pas baser la prépa totale plus sur les dernières semaines quand ça s'approche. Exactement.
Mathieu, tu restes avec nous. On a encore plein de belles choses à évoquer avec vous parce qu'on vous parlera dans quelques instants de l'UFC Fight Night qui avait lieu la nuit dernière à l'Apex de Las Vegas. Mais le prochain très gros rendez-vous que nous on a coché, évidemment, c'est le 322, l'UFC qui sera à New York avec Benoît Saint-Denis qui sera sur la carte principale. On avait eu un petit peu peur parce qu'initialement il était annoncé en carte préliminaire. Finalement, la carte principale vient d'être annoncée. Je crois qu'on a tellement gueulé que... Ouais, c'est ça. C'était assez étonnant quand même de voir Benoît. Oui, après, Bonical, c'est quand même un gros nom aux États-Unis. Il a une grosse fanbase. Mais c'était quand même pas juste pour Benoît et Benil Dariush qui sont... classé dans la catégorie la plus relevée, la catégorie reine de l'UFC. C'est quand même et puis c'est excellent. Une des plus belles d'un numéroté quand même. C'est quand même pas mal. Franchement, pour une fin d'année, c'est vraiment pas mal. Je viens de l'apprendre. Désolé, j'ai coupé. J'ai même pas vu qu'il y avait Benoît en main card avec Islam et exactement, il vient de découvrir un instant en fait. Écoutez. Ah, tu savais pas? En fait, vous étiez en train de parler, j'étais en train de phaser. Je regardais la caméra et d'un coup, mes yeux sont portés là. Et je viens de voir le truc, je fais ah ouais. Qui ouvrira cette carte principale, Benoît Saint-Denis, avec donc les deux main events qu'on voit entre Valentina Shevchenko et Weili Zhang pour le titre des moins de 57 kilos, et puis Jacques Della Maddalena face à Islam Makhachev pour le titre des moins de 77. Est-ce que vous voyez un point commun entre ces deux combats, ces deux main events? Les montées en catégorie de... Tu as travaillé un petit peu l'émission. Un petit peu, vite fait, un peu en amont. Effectivement, c'est Weili Zhang qui monte de catégorie pour affronter Shevchenko, Makhachev qui monte pour affronter Della Maddalena. L'occasion d'un petit dossier aussi dans le Fighter Club Sunday pour comprendre justement cette transition, comment certains font pour aller se lancer ce genre de défi de montée de catégorie et qu'est-ce que ça engendre justement dans leur préparation, qu'est-ce que ça change aussi pour eux. Tu vas nous éclairer aussi, toi Mathieu, si tu as déjà voulu faire ce choix ou pas. On vous a posé la question aussi sur les réseaux sociaux d'RMC Sport pour savoir si vous êtes pour ou contre le principe des doubles champions simultanés à l'UFC. Je rappelle que ça n'existe plus aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on monte de catégorie, on abandonne sa ceinture. Vous êtes assez partagé, mais globalement, vous êtes pour les doubles champions. Mathieu, c'est quoi ton avis, toi, là-dessus? Pour. Si tu as gagné ta KT, après, si tu arrives à grimper dans une KT, gagner ton titre, tu gardes les deux. Maintenant, il faut être capable de défendre les deux titres. C'est pour ça que moi, je suis plutôt dans le contre. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inactivité de certains, quoi. C'est ça. Qui paralyse un petit peu, du coup, les catégories. Déjà, mis à part quelques cas exceptionnels comme Merab, en général, un combattant champion à l'UFC combat 2 fois par an. Donc, t'imagines qu'il doit départager ça entre deux catégories. Donc, il combat une fois et puis il recombat une autre. Si tu es en 70... Et c'est un lightweight et tu dois recombattre en welter, la différence elle est de 7 kilos, c'est pas facile. Je pense que c'est compliqué, je pense qu'ils font bien parce que sinon ça bloque les catégories en fait. On l'a vu avec ces ceintures intérimaires qui arrivent et ça crée un petit peu de confusion. Mais après ça peut faire des beaux storytelling. C'est ça fait la légende quoi. C'est vrai. Double champ de What the fuck he want. C'est vrai. Lui pour le coup il avait pris une intérimaire, il a pris on parle de Conor McGregor au cas où. Si tu n'avais pas compris. Je ne suis pas la seule devant cette émission. En fait. Mais si tu avais compris qu'on parlait de lui. Et du coup, il n'a pas fait de défense de titre, il est monté directement pour prendre la catégorie au-dessus, celle des 70 contre Eddie Alvarez. Et il a dit, t'es champ, does the fuck you want. Le champion fait ce qu'il veut, pour ceux qui ne savent pas. Mais du coup, il n'a jamais défendu une de ses ceintures. C'est ça aussi, et c'est pour ça qu'on va éclairer, c'est qu'il y en a pour qui il y a eu beaucoup de réussite. Quand ils ont monté, ils ont gagné. On parlait de Conor McGregor, il y a aussi Topuria plus récemment, John Jones évidemment qui l'a fait face à Cyril Gane, malheureusement pour nous, Alex Pereira. Il y en a eu beaucoup, et il y en a eu avec beaucoup de succès. Et la plupart du temps, on peut se demander pourquoi. C'est quoi? C'est une recherche de challenge pour eux finalement. C'est quoi? On a battu tout le monde dans sa KT, on a besoin de trouver un petit peu d'adversité ailleurs, et donc du coup on va la chercher au-dessus. Ça peut être quoi les motivations? Pour moi, il y a les deux cas de figure. Il y en a qui n'arrivent plus à faire le poids dans leur catégorie de prédilection. Par exemple, comme Topuria, qui n'arrivait plus à faire le cutting, ça commence à devenir vraiment problématique pour lui. Et puis, il y a aussi cette recherche de challenge, comme on disait tout à l'heure. Donc, il y a un peu des deux, mais je pense qu'il y a cette recherche de prestige qui rentre vraiment en jeu, au-delà du côté difficulté, parce que bon, c'est des combattants, ils font déjà le plus dur en rentrant dans la cage. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est simple, hein. Je suis champion de KT, j'accroche une ceinture chez moi. Je suis champion de KT, j'en accroche 2, c'est bon, ça suffit. Hein. Voilà, tu vois. Est-ce que le défi te tenterait, toi, Oui, ça me tente. On avait déjà discuté avec Daniel pour le faire. Après, le problème, c'est que je suis vraiment un léger 84 maintenant, je suis à 93 kilos. Ça veut dire que potentiellement, j'affronterai des mecs qui font entre 100 et 105. Ouais. Voilà. C'est ce qu'on va évoquer, parce qu'évidemment, c'est l'une des problématiques. Et on va en parler justement avec un préparateur physique spécialisé dans le MMA, qui est Stéphane Dubois, et qui est avec nous ce soir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, ça va très bien.
Tu es habitué évidemment au monde du MMA, tu as même ouvert ta propre salle, je crois, dernièrement. Il faut que tu nous expliques un petit peu tout ça, comment concrètement déjà ça se passe, comment toi tu prépares un combattant qui vient et qui te dit « je veux monter dans une catégorie supérieure ». Est-ce que ça change beaucoup de choses dans sa préparation par rapport à celle habituelle ? Alors bien sûr, il faut prendre en compte tous ces paramètres, surtout sur tout ce qui est prise de poids. Donc c'est ce qu'on va rechercher. Ça change toute la structure de l'entraînement, mais tout ce qu'il y a autour aussi. Donc on part de l'alimentation, d'accord, de la gestion d'autres facteurs qui vont justement aider et favoriser cette prise de poids. Parce que le but, ça va être de la favoriser, mais aussi d'en avoir tout le potentiel adéquat et favorable à la performance. D'accord ? Pas prendre du poids, on va dire, inutilement. Ouais. Oui, c'est ça évidemment, parce qu'on va voir des photos aussi sur l'avant et l'après de certains combattants qui sont montés comme ça. Il y a évidemment une prise de poids qui n'a rien de négatif, c'est une prise de muscle en fait, quand on dit prise de poids aussi, qui est important. Et comment tu les accompagnes dans ces cas-là ? Ça passe par la nutrition, ça passe par le renforcement musculaire aussi à la salle, ça passe par quoi ? Bien sûr. Alors moi, je suis plus sur l'aspect préparation physique, d'accord. Tout ce qui est nutritif, je vais un peu le déléguer parce qu'il y en a qui sont plus spécialisés que moi sur ça. Ça va être un levier fondamental et vraiment important, d'accord. On va essayer de vraiment tout paramétrer. L'entraînement va être un peu plus différent. Il faut prendre aussi en considération ce que je viens de dire avant, qu'il faut garder les qualités physiques spécifiques au MMA, tout en optimisant cette prise de muscle. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette prise de muscle, elle va être aussi limitée, d'accord, par notre sport qui est très énergivore, d'accord, et aussi ce potentiel, on va dire, génétique, où au bout d'un moment, prendre du muscle sur un débutant, ça va être plus ou moins facile, mais plus on va être expérimenté, plus ça va être compliqué. Et quand on regarde des profils comme Islam Makhachev et bien d'autres, on voit déjà leur masse musculaire qui est déjà bien prédéfinie par rapport à leur entraînement, et du coup, comment rajouter cet apport, ce surplus musculaire. Donc, comme je l'ai précisé, on le voit sur l'alimentation, sur les facteurs aussi de la vie en général, psychologique, donc le stress, d'accord, le sommeil, l'alimentation, le sport et encore d'autres facteurs génétiques. Mais on va essayer de favoriser et d'optimiser tout ça. Et qu'est-ce qui fait justement que certains ont parfois des prédispositions pour pouvoir faire cette montée et avoir la réussite ? Est-ce que c'est des gens qui, de base, ont peut-être du mal à faire le poids dans leur catégorie, qui ont des cuttings difficiles et qui donc ont plus de facilité à prendre le poids par la suite et à monter de catégorie ? Est-ce qu'il y a des prédispositions justement à cette réussite-là ? Oui, bien sûr. Ça change d'un athlète. C'est pour ça qu'on a aussi ce côté batterie et recherche avec l'athlète où on va voir un peu ses prédispositions génétiques. Ça va être important en tant que préparateur physique pour calibrer ses entraînements et pour le nutritionniste aussi de voir qu'est-ce qui lui correspond. Je crois que tout à l'heure, c'était Mathieu qui disait par rapport à avoir un gros 92 ou un 92 plus léger, et ben, ça va jouer aussi. Pourquoi les combattants prennent du poids, c'est pour se challenger, pour aller chercher la double ceinture ou même la triple, comme on a pu voir avec Saladin qui a essayé de la chercher. Mais on a aussi cette perte de poids qui devient aussi très difficile. Donc tout ça, en fait, ça enveloppe quoi ? Ça enveloppe le spectre de la performance et aussi la psychologie de l'athlète. Ok, je parle avec mon athlète et je lui dis comment tu te sens ? Est-ce que tes cuts deviennent de plus en plus compliqués ? Oui ou non ? Donc tout ça, en fait, tout part par un échange, d'accord, et une observation avec l'athlète, d'un point de vue génétique, d'un point de vue personnel, parce que sur un plan de carrière d'un athlète, il peut y avoir plusieurs facteurs qui vont changer sa perception des choses et sa facilité au moins à réussir sa prise ou sa perte de poids. Parce que je pense que Mathieu peut en témoigner, les pertes de poids, ça laisse quand même des traces et par moments, ça devient un peu plus compliqué de perdre ce poids. Cutting, c'est le pire truc. Ça m'a pourri ma vie pendant pas mal de temps. J'avais fait un cutting, en fait, où par exemple, quand j'avais combattu Alexis Fontes, j'avais fait un cutting et j'avais utilisé un nouveau produit. C'était une sorte de sweat. Parce que c'est tout une crème pour suer encore plus. D'accord, ok, pour transpirer. Et je suis descendu trop bas, en fait. Je suis descendu genre 2 kilos en dessous, un truc comme ça. Oh, wow. Un peu à l'image de quand Gomis était descendu trop bas aussi. Ouais. Pareil, moi, j'étais arrivé 2 kilos, je crois, en dessous, alors que je me suis rendu compte que j'étais trop bas. J'avais rebu un petit peu, je m'étais hydraté. Et en fait... pour le corps, c'est violent. Ouais, staphylocoque juste après. En fait, je me suis coupé je me suis fait une petite entaille le jour du combat. Ouais.
staphylocoque. Je suis parti en Bulgarie, infection, en urgence, j'aurais pu perdre le doigt de pied et tout. Ouais. Et depuis, en fait, ça m'a flingué mes défenses immunitaires. J'ai enchaîné 12 ou 13 staphylocoques en un an. Oh waouh! Parce que mon corps était. Apparemment, il a pris un abonnement. J'ai pris 10 rounds d'antibiotiques dans la gueule en un an. Quoi. Ouais. Sur un cutting mal fait. Un seul. Ouais, Stéphane. Et je disais, c'est pour ça aussi qu'en off-season, ce qu'on va faire, on va aussi reprendre, entre guillemets, cette prise de muscle. Parce qu'en fait, il y a deux phases. On a la phase de cutting, d'accord, qui est, ce qu'on imagine bien, c'est la perte, on va dire, hydrique par rapport à la sudation. Mais avant, on a aussi toute cette phase de régime, d'accord? Donc, on va être en déficit calorique et un déficit prononcé. Du coup, on va commencer à piocher sur les réserves. Comme l'a dit Mathieu, on peut commencer à tomber malade, mais aussi on peut les taper dans le muscle, d'accord? Donc, du coup, ce qu'on va faire en off-season, c'est qu'on va essayer de reprendre ce potentiel, cette masse musculaire, parce que cette masse musculaire va nous permettre aussi d'améliorer et d'augmenter ma capacité à perdre ce poids. D'accord? Parce que le muscle est rempli d'eau, de glycogène, etc. Et du coup, ça peut aussi nous aider. Donc, avoir ces phases de prise de muscle, ça peut être très, très intéressant. Quand j'ai prise de muscle, je vulgarise un peu, mais ça va nous aider aussi, justement, pour les prochaines étapes de coaching. On a parlé évidemment de ceux à qui cette montée a réussi et qui sont allés chercher cette double ceinture. Il y en a qui ont échoué aussi lors de cette montée. On pense à Alexander Volkanovski qui a eu cet échec, ce double échec même face à Makhachev. Après le deuxième, c'était un short notice, on lui pardonne un peu. On lui compte non, pas. On lui pardonne pas. Regarde, Mathieu, il est prêt à H24, c'est tout. Ouais, mais on voit la différence de physique entre le premier et le deuxième où il était un peu gras. Voilà, ça a été le cas aussi pour Israël Adesanya quand il allait chercher cette ceinture des moins de 93. Il y a Max Holloway aussi contre Poirier. Exactement. Il n'avait juste pas fait de coaching du coup et il n'était pas prêt. Il y en a plusieurs dont les exemples sont assez frappants. Stéphane, il faut comprendre aussi forcément que quand on change de catégorie, quand on monte comme ça, on se retrouve face à des combattants qui a priori sont plus lourds que nous parce qu'eux ont réalisé un cutting et il y a le rebond ensuite qui est plus important et qui du coup, une fois qu'on se retrouve face à eux dans la cage, il y a un écart de poids aussi qui est important. C'est ça, mais on a aussi des contre-exemples comme Colby Covington qui combattait apparemment sans trop cutting, quasiment pas apparemment. Ou alors perdre de 2-3 kilos. Oui, il était à 80 kilos et combattait en 70. Ouais. 10 kilos. Ouais, quand même. En 77, pardon. Après, on avait aussi des... Ça aurait pu être un 70, c'est ça que je voulais dire. Je me suis dit, ok. Donc, sur du 3 kilos, bon, j'appelle ça pas vraiment un coaching, bon, même si on perd quand même. Mais voilà, parce qu'il y a aussi Mansour Bernaoui qui faisait aussi, qui était toujours sur son poids de forme. En fait, ce qui va être aussi important, ça va être d'avoir son poids de forme, d'accord, à l'entraînement et du coup, le jour J. Parce que quand on fait notre coaching, bien évidemment, on doit recharger après. On ne va jamais combattre alors qu'on va juste terminer son coaching. Et c'est vrai que pour certaines personnes, certains athlètes, c'est compliqué parce qu'on se retrouve avec des athlètes qui ont 5-6 kilos de plus que moi sur le ring. Et comment je fais pour pallier à ça? Donc, on a aussi notre travail de force au préalable, mais ça aussi, c'est limite. D'accord? Donc, chacun va gérer ça à sa façon. Il y a Islam Makhachev qui disait, justement, moi, je m'entraîne toujours avec des personnes plus lourdes que moi. Bon, ça peut être bien, ça peut être prendre en compte, même d'un point de vue psychologique, ça peut être réconfortant. Donc voilà, il y a plusieurs stratégies à mettre en place pour arriver à pallier à ça. Mais on a toujours ces 5 kilos qui sont... Ouais. Quand on a tenté cette montée, qu'il y a l'échec et qu'on veut ensuite retourner à sa catégorie initiale, est-ce que là aussi, il y a une préparation spécifique ou c'est simple finalement de revenir au poids initial dans lequel on combattait avant? Alors, excuse-moi, ça a coupé. Tu peux me redire, s'il te plaît? Je vais essayer de la refaire aussi bien que je viens de le faire. C'est pas sûr que ça sorte tout à fait pareil. Non, je disais que ceux qui ont échoué finalement lors de cette montée et qui ensuite doivent revenir à leur catégorie initiale, quelle prépa aussi? Est-ce que c'est difficile finalement de revenir à sa catégorie de base quand on est monté comme ça? En fait, qu'est-ce qui va se passer généralement? Généralement, on va être habitué à ce poids de forme et sur une baisse de poids, principalement, ce qui va diminuer, ça va être sa capacité de force, d'accord? Surtout quand on perd beaucoup de poids assez rapidement. Okay, donc, ça va être très dur de le maintenir. Et c'est là que le rôle du préparateur physique va être important. Va être là pour le suivre H24, hein, c'est comme ça qu'on suit nos athlètes. Et c'est pour ça que le faire tout seul, je pense à tous les combattants pros ou amateurs qui gèrent ça tout seul. Des fois, on n'a pas le choix, hein, on commence par ça, mais il faut s'entourer pour justement gérer cette descente. Parce que par moments, ça nous paraît un peu plus... Notre corps, il est fragilisé, en fait. Qu'on soit dans l'excès, dans l'un ou dans l'autre, que ce soit la perte ou la prise de poids,
Ça dépend comment c'est fait. Si on est dans l'excès dans l'un ou dans l'autre, on va laisser des plumes. Donc tout ça, il va falloir le gérer. Et pour certains, ça peut être compliqué aussi, pour répondre à la question, de revenir à son poids de corps de forme initiale. Donc c'est pour ça que c'est important de paramétrer en combien de temps j'ai cette prise de muscle, cette prise de poids, on va dire, ou cette perte de poids. Ce paramétrage-là, il va être important. Des fois, on n'a pas trop le choix. On avait Jones, par exemple, si je ne me trompe pas, arrêtez-moi si je me trompe, qui avait paramétré ça sur un peu plus d'1 an. Il avait le temps de prendre du muscle sur 3 ans. Sur 3 ans. Comment ça a été fait? Je voulais te poser la question, est-ce que tu trouves que toi que la prise de poids de John Jones, est-ce qu'il avait besoin d'être aussi gras pour être en poids lourd? C'est ça que je veux dire, parce que en light heavyweight, il était quand même assez fin, musclé, longiligne. Et après, on le voit arriver en poids lourd. J'ai l'impression qu'au niveau des jambes, ça n'a pas changé grand-chose. Il y avait juste un petit peu de bide. Juste un peu plus de bide et il n'a pas vraiment pris plus de muscles. Je voulais savoir ton avis sur ça. Ouais, c'est ça. Tu poseras plus de questions, Gianni. Je pense que ma question était trop longue. Mais du coup, on va en parler entre nous. C'est intéressant, c'est vrai. Et là, c'est pour ça qu'on met l'accent sur la prépa physique. C'est que... Ouais, et les vidéos qu'on a vues de sa prépa, c'est juste qu'on le voyait boire des shakers et faire des squats à 300 kilos, quoi. Mais parce qu'en fait, sur le coup, on se dit, c'est simple, juste tu manges, tu vas prendre du poids. Mais c'est clairement pas aussi simple que ça, Mathieu. Ouais. Puis John Jones, il est connu pour pas boire que des shakers de protéines, si vous voyez ce que je voulais dire. Donc bon. Ça fait prendre un petit peu de poids. Il y a un autre exemple aussi, c'est quelque chose qui a été malheureux pour le MMA en général, c'est quand Georges Saint-Pierre, il avait fini le jeu en welter, il a voulu monter en middleweight, il prenait pas de poids. Parce qu'il voulait vraiment prendre beaucoup de poids pour pouvoir cutter. Et du coup, il est tombé malade, il a eu un ulcère à l'estomac. Et du coup, il pouvait manger qu'une fois par jour. Et il a eu une période de non-activité de 3 ans. Ouais, c'est pas plus mal, parce que ça tombe, c'est ça qui lui a fait découvrir le jeûne. Maintenant, c'est un fan du jeûne. Exactement. C'est exactement. C'est ça qui l'a soigné. Le jeûne intermittent. C'est une occasion de découvrir quelque chose. Le jeûne hydrique et tout. Voilà. Mais bon, on a perdu quand même une star du sport pendant 3 ans, quoi. C'est vrai. Mais on a récupéré Stéphane. Qui est là et qui va pouvoir répondre à ta question, du coup, a priori, Gianlito. En fait, je suis à l'étranger, donc c'est un peu compliqué. Pas de souci. Mais on disait par rapport à John Jones. John Jones, c'était quoi déjà? Savoir, est-ce que c'était qu'une prise de graisse finalement qu'il avait pris parce que physiquement, il n'était pas très affûté par rapport à quand il combattait juste en dessous? Faut voir ses stats, faut voir l'indicateur. L'indicateur, c'est quoi? C'est les performances. C'est les performances les charges. Est-ce que les barres elles ont augmenté? Il y a ça à prendre en considération. Nous, on lutte, pour l'anecdote, parce que je suis parti avec les lutteurs olympiques. Nous, en gréco, on parle de force aussi relative et absolue. Ça veut dire que plus t'es fort, d'accord, plus tu as de chances de gagner chez les poids lourds, d'accord. Donc, l'indicateur, c'est quoi? C'est de voir à peu près sur ses charges ce qui a augmenté. Tu vois, si par exemple son squat est monté, je sais pas moi, de 200 kg à 250, on voit qu'il y a une évolution, donc on voit qu'il y a une prise de force, ce qui est très bien sur les catégories poids lourds, d'accord. Mais voilà, c'est vrai que structurel, parce qu'en fait on parle de son anatomie, tout ce qui est structurel, d'accord. Ouais. C'est vrai que structurellement parlant, on voit que ses tissus adipeux, on voit que sa graisse, c'est vrai que c'était pas si beau que ça. Faut dire les termes, Stéphane. Bien manger. Ça a peut-être suivi. Non mais c'est vrai, mais ça a peut-être suivi après. Ça a peut-être suivi au niveau de la perf. La perf, elle a été là au final. Donc, oui. C'est vrai qu'on peut pas lui donner tort. Pour finir, messieurs, je vais faire un petit tour d'étape comme ça avec vous. Mathieu, quelle est selon toi la plus grande réussite d'un combattant de l'UFC qui est monté de catégorie? Est-ce que c'est John Jones comme on parle? Est-ce que c'est Ilia Topuria? Est-ce que c'est, je sais pas, qui tu vois comme étant... Et réfléchissez, hein, Stéphane et Gianlito, je vais vous poser la même question. Tu me poses en premier, en fait. Gianlito, vas-y. Moi, je pense que c'est Conor. Ouais. Conor, il passe de featherweight 66 à 70 et il fait des grosses mais la diff, elle est moins importante entre les deux catégories. Ouais, mais il cutait quand même beaucoup. Je sais même pas comment il arrivait à réussir à faire ses cuttings en 66. Ouais. Et je crois carrément avant, ils avaient moins de temps pour se réhydrater. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Et donc, du coup, je trouve que lui, sur cette perf-là, et surtout le combat qu'il fait contre Alvarez, qu'Alvarez, c'est pas un petit 70. Moi, c'est ça aussi, en fait. C'est que tu vois qu'il est aussi compétent techniquement, il est aussi vif, aussi rapide, aussi précis. Il a perdu vraiment aucune de ses capacités. Voilà, c'est ça. Et je dirais en deuxième... Que John Jones, il est devenu goofy un peu. Il a changé son style. Il est lent, il est goofy. C'est très bon mot. C'est maladroit un peu. C'était bizarre. Pato. Voilà, c'est ça. Alors qu'à la base, c'est quelqu'un qui est très coordonné. C'est beau à voir, ses gestes et tout là. C'était un peu bizarre. Et en deuxième, je mettrais Max Holloway dans son combat contre Gaethje. Okay. C'était beau aussi ça. Ouais, parce qu'il avait fait une première montée, une première frappe pour sa revanche contre Poirier, mais c'était juste une montée où il n'avait pas fait de cutting.
Et là, il a vraiment pris le temps sur, je pense, une année carrément, où il a pris de la bonne masse musculaire et en plus, il a cuté pour combattre un des plus gros frappeurs. De la catégorie. La performance, c'est pas seulement le combattant, mais c'est l'adversité qu'il a eue. Et moi, je pense que là, je mettrais top 1, top 2, McGregor en premier et Holloway en deux. Stéphane, avec ton œil de préparateur physique, toi, quelle est, selon toi, la plus belle réussite d'une montée? Par rapport à ce que dur, vous avez dit là, pour moi, sur Conor, je rejoins Jalito, sur Conor, ça a été impressionnant. On peut le voir aussi sur ses weightings, sur les photos et sur les vidéos. C'est incroyable en fait comment il a géré cette gestion de poids. Et il reste toujours quand même performant. C'est ça en fait. Le truc, c'est on perd du poids, mais rester performant. Prendre du poids et rester performant. Et c'est ça qui est beau. Et je pense que Conor nous l'a montré dans tous ses combats. Ou dans la plupart de ses combats. Ouais, c'est vrai qu'il nous a impressionnés. Ouais, c'est vrai, c'est ce qu'on retient tous les trois. Vous êtes unanimes finalement. Après, mention spéciale pour Anthony Rumble Jackson, paix à son âme, qui a mis des KO en 77, 84 et jusqu'au poids lourd. Mais il en est mort, donc faites-le pas. Faites-le pas. C'est pas forcément ce qu'on a envie d'illustrer. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous. Merci pour toutes ces précisions. C'était super intéressant de t'avoir aussi pour avoir l'œil un petit peu plus technique aussi dans ce genre de performance. Merci beaucoup à toi Stéphane. Merci à vous et bonne soirée à vous et bon courage Mathieu pour les prochaines séances. Ciao. Et puis on va te remercier toi aussi Mathieu parce que là il est 23h10, là c'est dodo dans pas longtemps, tu vas aller te coucher, tu vas aller te reposer. Départ quand pour la Hongrie du coup? Mercredi, dans 3 jours. Donc, ok. Il n'y a pas de décalage horaire, je crois, à la Hongrie. Non. Donc, ça va. Après, on a changé d'heure, alors... ça m'a flingué un peu, ça, mine de rien. Ah ouais, mais alors, intéressant, finalement, dans la prépa, dans ton sommeil, dans tout ça, ça a tout changé? Non, juste, j'ai fait une sieste de 3 heures. Et le lendemain du truc, là, je m'en souviens, j'ai fait une sieste de 3 heures. Je me suis endormi à 14 heures, je me suis réveillé à 17 heures. Je fais, mais il m'est arrivé quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une faille spatio-temporelle. Et j'ai un peu plus de mal à me coucher tôt. Tu vois, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me coucher aussi tôt qu'avant. Oh bah, on est encore calé sur une heure, ça fait la différence. On est décalé, forcément. Je suis encore là, je me couche autour de minuit, un truc comme ça, tu vois, peut-être un petit peu plus. Donc. Du coup, ça te fait 1 heure. Bah ouais. Bon bah là c'est parfait, tu vas être à l'heure pour aller te coucher à minuit a priori. Un grand merci à toi Mathieu d'avoir été là, bonne chance pour ton combat vendredi prochain, ce sera évidemment sur RMC Sport, le main event de cet hexagone MMA en Hongrie, on sera évidemment derrière toi. Merci Mathieu. Aussi, merci à vous. On va marquer une courte pause sur RMC Sport 1 et puis on revient juste après, on va continuer de vous parler de l'UFC, de celui qui était à l'Apex la nuit dernière avec une histoire de doigt dans l'œil encore, on va décrypter tout ça avec Jalito. Restez bien avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Mais on reste ensemble évidemment sur Twitch pour vous faire gagner, comme vous en avez l'habitude, 20 € de free bet avec notre partenaire Winamax. On va vous montrer justement un KO, un petit peu avec des images modifiées. Vous allez devoir trouver qui a réalisé ce KO. Et le premier qui trouve dans le chat, eh bien, remporte les 20 € de free bet. Attention pour les images. C'est parti. Tu peux si tu veux. Tu peux y aller maintenant. Ne le dis pas trop fort. Allez, allez-y les amis, celui qui nous répond. On a déjà... C'est une bonne réponse. On a un vainqueur. Nadou Ledou, c'est ça? Nadou Ledou, Tu me confirmes, Jalito? Ouais, je pense que c'est lui. Ouais. On demande la VAR à la régie. Nadou Ledou, non c'est ça, on me confirme. Nadou Ledou, pardon, j'ai écorché ton nom. Bravo, c'était bien Makhachev. C'était un peu plus dur aujourd'hui, on avait élevé un petit peu le niveau. Quand il n'y a pas les tatouages dans le dos ou quoi, c'est un peu plus dur pour certains pour trouver. C'était bien Islam Makhachev, bravo à toi, tu as juste à nous envoyer un petit DM avec tes identifiants Winamax et puis on te créditera ces petits 20 € de free bets. Moi je vais me mettre au milieu. Comme toi. Allez, on est de retour sur RMC Sport 1. On n'a pas fini de parler de l'UFC la nuit dernière qui était à l'Apex de Las Vegas pour l'une des meilleures cartes de l'année. Joke. Sur le papier, c'était pas ça, mais finalement, il y a eu des finishes quand même. Ouais, une UFC Fight Night. On va parler du main event dans quelques instants entre Garcia et Onama, mais d'abord, l'histoire de la nuit quand même. C'est quand même ce week-end, encore une fois, de doigt dans l'œil, finalement, à chaque fois. Vous connaissez forcément alors, Delia, je sais jamais comment on dit. On est en France, on dit Delija. Delija, voilà. L'un des potes de Thomas Spinal qui s'entraîne avec lui régulièrement. L'Anglais a d'ailleurs dit qu'il refuserait toujours d'affronter Delija potentiellement pour le titre un jour, enfin pourquoi pas, bref. Aspinal qui a
Quoi ? Bon courage à lui pour le titre déjà. Oui, voilà, c'est ça. Aspinall qui a beaucoup fait parler, évidemment, après ce doigt dans l'œil reçu par Cyril Gane lors du combat pour le titre. C'était à Abu Dhabi le week-end dernier, qui a couché évidemment sur un no contest. Eh bien, Ante Delija était dans la cage la nuit dernière à l'Apex face à Waldo Cortés Acosta. Et le scénario était encore bien plus fou que lors du Aspinall Gane d'Abu Dhabi, avec un sacré coup d'œil du destin. Les combinaisons de Delija. Grosse série envoyée par Delija. Et il remise Également Cortés Acosta. Il reste dans la boîte. Il a pris un mauvais coup. Il se plaint d'un coup dans l'œil, mais l'arbitre refuse de lui donner du temps. Et là, donc il va arrêter le combat. Et c'est terminé, bah oui. Si l'arbitre ne l'a pas vu, c'est comme ça que ça se passe. Et quelle victoire de Delija. Waouh. Et on vous l'avait dit, son point fort c'est le striking. Et à partir du moment où il a commencé à envoyer. Il a lâché les mains, il a été. Et je sais pas s'il se plaint d'un doigt ou alors si c'est un coup de poing qui lui fait très mal au plancher orbital. Au plancher orbital, pardon. L'arbitre qui se défend en disant moi j'ai vu des frappes. Hein. Ouais. Allez, on va voir le fin mot de cette histoire. Ah si, doigt dans l'œil. Je crois que c'est assez clair. Il y a un doigt dans l'œil juste avant. Ouais, puis c'est la main plein. Gauche. Ah oui, non, mais ça, c'est. Ouais. Et ça nous fait encore un no contest a priori. Hein. Ouais. Parce que si le high poke est avéré, donc le doigt dans l'œil est avéré, c'est un coup qui est involontaire, bien évidemment. Donc on ne va pas pénaliser Ante Delija pour ça. Là, on regarde les images au ralenti pour être sûr. Soit il faut reprendre, soit c'est un no contest en fait. Non, ils ne vont pas reprendre. Mais j'ai pas l'impression que ça va reprendre. Non, ça ne reprend pas. Alors. Il a l'air de dire que ça va mieux. Et qu'il va peut-être pouvoir reprendre. Hein. Ouais, mais non, mais ce serait stupide de reprendre parce qu'en plus, derrière, il a pris je ne sais combien de coups à la tête, gratos. Ouais. Mais moi, je crois qu'il va reprendre, Antoine. Ouais, il a remis son protège-dents et on y va. On y retourne. Donc, apparemment, ça va mieux au niveau du high poke. Alors je ne m'attendais pas à ça. Pas du tout moi non plus. Parce qu'à partir du moment où le combat est arrêté, normalement, bah, c'est arrêté quoi. Après c'est no contest, disqualification, ce que vous voulez, mais bon. Là finalement, de revenir sur cette décision d'arrêter le combat. On peut saluer aussi Cortés Acosta. Bon, peut-être que son œil va vraiment mieux, mais à côté de ça, quand même, il a pris quoi, une dizaine de coups, non répondu à la tête quoi. Ouais. Une grosse accélération dans Delija. Et ça doit être dur pour Delija de se remettre dans le combat après ça. Émotionnellement, c'est pas facile. Ouais. Il pensait lui qu'il avait terminé, qu'il avait une deuxième victoire avant la limite de la première reprise. Il faut y retourner. Et cette fois-ci, l'arbitre est très vigilant. Il a déjà fait un petit warning sur les doigts. Il a bien fait de revenir finalement. Il a terminé le combat. Il a fini par KO, incroyable. Incroyable, il se tient l'œil derrière, regardez. Là. Quel retournement de situation. Incroyable. Cinéma. Oh là là, c'est un film, tu l'as dit, c'est un film auquel on assiste là. Incroyable. Incroyable. Waouh. Alors là, c'est pas quelques secondes en plus après la reprise. Ça va ajouter une rivière au moulin de toutes les discussions qu'on a depuis une semaine. Incroyable ce qu'il vient de faire. Incroyable. Oh là là, et le met KO. Waouh. Bah, ils l'ont dit, en fait, clairement, c'est un film. Ce qui s'est passé. Absolu cinéma. La cage, c'est quand même assez fou. Alors, il y a évidemment tout. Il y a évidemment le clin d'œil avec ce Gane Aspinall qui a fait tellement parler. Non, il en joue aussi, le fait que Delija soit le partenaire d'entraînement d'Aspinall. Qu'il ait fait une prise de parole où il dit les mecs qui font ça, les mecs qui mettent des doigts dans les yeux des high poke, doivent être sanctionnés. Il s'est vanté, il a dit j'ai fait 33 combats professionnels et j'ai jamais mis les doigts dans les yeux de quelqu'un. Fallait attendre un petit peu avant de parler. Fallait pas dire ça dans cette Fight Week déjà. Après bon, c'était l'actualité du moment, mais après il y a plusieurs points évidemment dans ce scénario, on peut l'appeler comme ça. Il y a évidemment, ce qui est quand même assez fou de base, c'est que alors déjà l'arbitre ne voit pas le doigt dans l'œil, alors qu'il est quand même il est pas loin, il est plutôt bien placé. Après ça va tellement vite. Ça va vite, mais du coup le combat est arrêté. Enfin, l'arbitre arrête le combat, donc en donnant la victoire à ce moment-là à Delija. Exactement. En fait, on entend, il dit essayez jab. Ouais. Il a vu un jab. Ouais. Un jab, les doigts ouverts comme ça. Jab, doigt ouvert. Moi, je trouve que c'est plus violent que ce que Gane a fait. Ouais. Mais bon, après ça c'est que mon avis à moi. Delija, parce que lui, évidemment, du coup, après, c'est
plaint de la décision de l'UFC. Il parle de vol en mettant bien en avant que l'assistance vidéo, si on peut l'appeler comme ça, parce qu'il n'y a rien d'officiel finalement, a été utilisée après que l'arbitre ait arrêté le combat, ce que le règlement ne permet pas normalement. Donc on se met à la place de Delija, on peut comprendre aussi que ce soit difficile. C'est vrai que c'est difficile, c'est surtout qu'une fois que le combat est presque arrêté, ou on va dire qu'il arrête, que le combattant pense que le combat est arrêté, revenir, c'est très difficile. On l'a vu il y a quelques semaines avec Frévola. Ouais. On l'a vu il y a quelques années avec Anderson Silva contre Bisping, qui pense avoir gagné le combat, mais en fait, c'est juste la fin du round. Là, c'est un peu différent, c'est pas une fin de round. Mais finalement, justice a été rendue à Costa parce qu'il se mange un coup d'œil. Enfin, un coup de... Involontaire, c'est toujours pareil. Mais après, c'est vrai que... Alors, pour aller dans le sens, je vois dans... Juste une question. Je me demande ce qu'aurait dit Delija si Cyril aurait continué à envoyer des coups. Ouais, c'est ça. À Spinal qui se plaint d'un œil. Ouais. Après, sur le Ghana Spinal, l'arbitre intervient assez vite. Très rapidement, ouais. Là, c'est pas le cas sur ce point de vue-là. Alors après, on se posait la question des 5 minutes qui ont été beaucoup mises en avant sur les Ghana Spinal, donc qui était le temps qu'avait Aspinal pour décider de s'il allait reprendre ou non le combat, qui là n'était pas affiché parce que le combat était terminé. Terminé, ouais. Une fois que l'arbitre fait ça, normalement, c'est terminé. Le combat était terminé, donc forcément, il faut dire la vérité. Après, c'est vrai ce qu'on dit dans le chat aussi, il n'y avait pas de timer, tout le coin qui rentre dans la cage à ce moment-là. C'est vrai que c'est quand même un petit cafarnaum à ce moment-là, on se demande ce qui se passe, quoi. Je pense que c'est parce que c'est une carte de l'Apex que c'est un peu passé au travers. Parce que s'il y avait un grand public avec les gens qui huent ou les gens qui célèbrent la victoire de l'autre, ça aurait été un peu différent. Mais bon, voilà, on aurait toujours dit... on aurait toujours quelque chose à dire. Costa, il aurait pu se plaindre, ouais, enlevez-moi la défaite, j'ai pris un doigt dans l'œil. Oui, c'est ça. En plus de ça, il se mange beaucoup de coups après. Certains auraient pu penser que ça se terminerait en no contest. Là, ils ont repris ensuite le combat parce que Costa a dit, moi, je suis prêt. En fait, Surtout qu'à la différence d'Aspinal, alors qu'il s'est pris des coups dans la tête, en plus du doigt dans l'œil, il n'a jamais prononcé le mot « je ne vois plus ». Donc il n'a vraiment pas cherché à ce que le combat se termine, il était plus d'avis à continuer. Évidemment, Aspinal était dans toutes les bouches après ce combat-là. Cortés Acosta n'a pas manqué aussi de le rappeler, de relancer un petit peu le débat en disant en substance que lui a continué son combat malgré le doigt dans l'œil, à l'inverse de Tom Aspinal. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit l'état de l'œil de Cortés Acosta à la fin du combat et même en conférence de presse après, on est quand même loin de l'aspect, en tout cas, juste de l'œil de Tom Aspinal après le combat face à Gane. Bon, faut remettre l'église au milieu du village, c'est pas les mêmes enjeux non plus. Aspinal, il a... Non, mais là, si on parle juste physiquement, tu vois je voulais juste mettre ça d'abord, parce qu'après, je vais allumer. Tu fais que le descendre et d'un coup, Non, mais je voulais juste mettre ça, je dis, c'est pas les mêmes enjeux, mais... Il n'a pas eu besoin de faire un documentaire sur YouTube de 45 minutes avec encore une deuxième vidéo d'une demi-heure où il nous dit qu'il voit d'un œil en noir et blanc et de l'autre, il voit des fantômes. Donc voilà, et on n'a toujours pas vu l'œil d'Aspinal. Il le cache, etc. Donc pour moi, ils sont dans la surjustification. Alors que là, lui, il est venu en conférence de presse avec un œil fermé c'est ça. Et en ayant mis un KO. Tom Aspinal, lui, il s'en est un petit peu amusé de la situation sur les réseaux sociaux. Il a posté une story sur Instagram. Alors avant ce combat, évidemment, à l'occasion d'Halloween. Voilà, tu vois, il en joue. Il l'a vite supprimé aussi. Voilà, il en a profité en plus pour mettre un petit tir aussi à Cyril Gane qu'il a déguisé pour l'occasion en Freddy Krueger avec des longs ongles. C'était marrant. Ça. C'est drôle. C'est drôle. Voilà, mais voilà, c'est juste pour dire qu'on n'a pas fini non plus d'en entendre parler et que... Je pense que ça va suivre Aspinal jusqu'à la fin de ses jours, ça. Et c'est vrai que le fait que ça arrive une semaine après, voilà, c'est un coup du destin. C'est quand même assez drôle. Du destin, c'est ça. Bon, si on retourne à la soirée de cet Apex hier soir, il y avait le main event Jalito entre Steve Garcia et David Onama chez les moins de 66 kilos, la catégorie de nos deux Français, William Gomis et Morgan Charrière. Et à la clé, une performance de la soirée pour l'Américain dès le premier round. C'est très difficile, il a attrapé avec son bras arrière. Et c'est un down à mettre au crédit de Garcia. Et regardez, il va essayer d'enfoncer le clou. Il est pas bien, Onama. Il est mal là, il est pas bien. Il n'arrive pas du tout à voir ce bras arrière. Il n'a pas de lecture, effectivement, sur... Ouh là 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 là. Et là, il commence à... qui passe, triple uppercut qu'il envoie. Et il envoie au tapis une deuxième fois. Les coups de poing marteau maintenant, on est presque sur la fin. Et Abdin qui est très vigilant, le high kick. Ouh là là, il faut qu'il se réveille, Onama. Il pourra pas, Il va s'effondrer.
Il va s'effondrer, Garcia qui va enfoncer le clou. Garcia, c'est terminé. On arrête, allez. Victoire de Garcia dès le premier round. Quel statement de David pour son Garcia. Premier main event à l'UFC. Garcia, pardon, quel statement incroyable. En plus, il a été touché dans la séquence. On voit qu'il saigne de l'œil droit. Ouais, mais lui-même a senti qu'il avait touché son adversaire. Il s'est dit c'est le moment, l'occasion est trop belle. Il faut que j'y aille. Et quel round. Progressivement, en fait, il a pris le dessus. Son bras arrière, il passait toute la nuit, en fait. Clairement, il n'arrivait pas à rater avec ce bras arrière. Alors, je parlais évidemment de Morgan Charrière et de William Gomis tout à l'heure, dont l'objectif est évidemment d'intégrer ce top 15 de la catégorie. Là, on avait le 12e face au 13e, donc hiérarchie respectée avec la victoire de Garcia. Si on jette un œil au classement de cette caté, Jalito, est-ce que Onama, clairement, donc battu hier par Garcia, peut être la prochaine cible des deux Français pour prendre sa place dans le top 15? Je pense que pour l'entrée dans le top, c'est la plus facile entre Danige et Chikadze, qui restent quand même des gros noms avec beaucoup d'expérience. David Onama, c'est encore un peu un prospect. Donc je pense que ouais, c'est vraiment le combattant parfait pour une entrée dans le top 15 pour soit William, soit Morgan. Ça, c'est pas déconnant. On a 5-1 à l'UFC pour William, 3-2 pour Morgan, mais Morgan 4 bonus à la clé. Lequel des deux, selon toi, est peut-être le mieux placé? Je pense que Morgan est un petit peu avant parce que William, malheureusement, il n'a pas de finish à l'UFC. Même s'il a eu, sur le dernier combat, il a fait, contre celui qui perd, contre Amir Haïdar, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais, je perds le nom. Il fait une grosse perf, il n'arrive pas à le finir. Ouais. C'est ce qui lui manque, C'est ce qui lui manque. Un finish, William Gomis, il peut rentrer dans des belles opportunités. Là, je pense que c'est plus donné à Morgan. Pour le côté spectaculaire aussi. Exactement, c'est évidemment beaucoup à l'UFC. Exact. Si vous n'étiez pas réveillé la nuit dernière, comme Jalito, et devant RMC Sport pour cette UFC Fight Night à l'Apex, eh bien c'est Robin Travers qui vous a compilé les meilleurs moments. Ça y est. Avec un crochet du gauche alors qu'il rentrait sur sa droite. Là, il est parti plonger tout de suite, Darden. Et c'est enfermé dans une guillotine. Il va la tenter, la guillotine, Nascimento. Donc c'est un anaconda plutôt, parce qu'il a un bras et la tête. Regarde, il va saisir la jambe de son adversaire. Ça sent pas bon pour Darden. Ça sent pas bon pour Darden. Il faut qu'il dégage sa jambe et qu'il arrive à tourner. C'est d'utiliser la cage. Ah, c'est ce qu'il fait, mais il est toujours pris. Il va taper. Il va taper. C'est terminé, il a tapé. Ça y est, c'est fini. Quelle victoire magnifique. Belle réaction. Ah ouais. Super réaction de Nascimento parce qu'il augmentait l'agressivité d'Arden. Ah, mais il l'a contré à un moment. Darden est tombé. Il a saisi l'opportunité directe. Et là, il est passé. Il faut qu'il déverrouille, il n'aura pas le temps. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il aura la force de faire comme dans la première reprise? C'est bien placé là, j'ai l'impression. C'est très bien. Il tape, il est obligé de taper. Et ben voilà, il l'a eu à l'usure. Victoire de Charlie Radke par étranglement. C'était pas passé au premier round, mais c'est passé au troisième round. Est-ce qu'il va réussir ce coup-ci? Il va taper. En tout cas, il prépare sa main pour taper. Il a tapé, ça y est, il l'a eu. 4 tentatives consécutives et la 4e est la bonne. Quelle performance de Del Valle. Il a été parfait. Hein. Parfait, exactement. C'est une masterclass. Waouh. En plus, j'ai même pas l'impression qu'il ait pris un coup sur le combat. Superbe. Franchement, de la défense de takedown jusqu'à l'étranglement, il a tout fait bien. Voilà pour le petit best-of de la soirée à l'UFC. Il n'y a pas que l'UFC dans la vie qu'on vous propose sur RMC Sport. Il y a l'Octagone aussi qui était en République tchèque hier soir. On ne va pas tout vous montrer, on va juste vous montrer peut-être l'image qui a le plus tourné quand même. Avec, voilà. Alors vous allez voir cette image-là. Il va se prendre 4 downs de suite, ce qui est quand même assez... ce qui n'arrive jamais. C'est inadmissible. Il va se relever évidemment, mais alors il va terminer le combat Enfin, le 4e va être son dernier. On se demande à ce moment-là, Jalito, ce que fait l'arbitre, parce qu'il est vraiment juste devant. Pour sa défense, il n'y a pas de knockdown. Ouais, il se relève, mais il n'y a pas de knockdown compté en MMA. Mais par exemple, dans tous les autres sports de combat, dès que tu tombes par terre, on compte les 10 secondes. Au bout du 3e, tu es déclaré KO. Ouais. Donc là, normalement, tu vois le premier, le 2e, tu restes quand même assez alerte pour arrêter assez rapidement. Tu vois que le mec est plus lucide. Il y a des gestes désordonnés. Ouais, non. Surtout celui-là, le dernier. C'est trop tard. Après, une fois que le dernier est lancé, là, pour le coup... parce que pour le coup, il l'éteint vraiment, vraiment, vraiment mal. Ça me fait mal au cœur. Voilà.
C'était où? C'était en République tchèque ou Ouais, République tchèque. Ouais, ils sont durs en République tchèque. Ah oui, ça frappe fort. Je vous donne les prochains rendez-vous sur RMC Sport dans la nuit de samedi à dimanche prochain avec l'UFC Fight Night encore à l'Apex. Patientez, la semaine d'après, ce sera le 322 promis, il y aura une grosse carte. C'est un petit apéritif encore. Voilà, le main event entre N'empêche que c'est Gabriel une très belle Bonfils affiche. et Randy Brown chez les moins de 77 kilos qu'on vous proposera évidemment dans la nuit de samedi à dimanche. Et puis évidemment, je vous le disais, la semaine suivante, donc l'UFC 322 au Madison Square Garden à New York avec donc Benoît Saint-Denis qui ouvrira cette carte principale face à Dariush. Et puis le main event entre Jack Della Maddalena, je vais y arriver, et Islam Makhachev. Sans oublier les femmes avec Valentina Shevchenko face à Weili Zhang. Là aussi un gros combat avec donc deux combattants qui montent de catégorie. Tu faisais quoi hier soir, Jalito? Hein? Apparemment, t'as pas regardé l'UFC, ce qui t'arrive jamais. Ouais, j'étais un peu, j'étais dans une autre activité. Ouais, c'est moi, voilà. Voilà, avec le monsieur qui est à ma droite, la crime. Et voilà, donc on finissait la tournée. Apparemment, c'était chaud. Ouais, c'était chaud, c'était un peu... C'était bien. Chaud. Franchement, on a été cool, parce qu'on a vraiment d'autres dossiers. Ouais, bon... T'inviteras plus jamais des mecs de la rédac. Non, plus jamais, c'était la première et dernière fois. Et par contre, je t'attends au karaoké de ce soir. Avec plaisir, c'est moi, j'ai révisé Le Roi Soleil et tout. C'est bon. Tout ce qui est comédie musicale, c'est bouclé. C'est sur la pointe des doigts, t'inquiète pas. Merci beaucoup, Jalito. Merci à toi. On se retrouve évidemment dimanche prochain à la même heure, 22h30. On se projettera justement sur le FC 322. On parlera beaucoup de Benoît Saint-Denis notamment et de tout ce qui nous attendra le week-end d'après dans cette UFC 322. Merci à Anthony Sterpini, Oscar Joss, Robin Travers, Hugo Pérez, Nathan Rochefort. Je crois que j'ai oublié personne, parce qu'après je me fais taper sur les doigts. Pour une fois. Pour une fois, j'ai oublié personne. Merci à vous surtout d'avoir été avec nous ce soir. Et puis on se retrouve évidemment dès dimanche prochain pour le Fighter Club Sunday. Et toute la semaine parce que le meilleur des sports de combat est évidemment sur RMC Sport. Très belle soirée à tous.